Salut à tous et bienvenue dans The Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à un sujet assez fascinant, mais qui est aussi son côté sombre. Mhm. L'exploitation des coureurs état-africains Oui, dans le monde du running. tout à fait. On va décortiquer ensemble un article d'Athlé expliqué, qui met en lumière ce système où le rêve olympique peut vite se transformer en cauchemar. Exactement. On a souvent tendance à admirer les performances exceptionnelles de ces athlètes, Ah, sans forcément se poser question sur les conditions dans lesquelles ils évoluent. exactement. Imaginez un peu, vous êtes un jeune coureur au Kenya ou en Éthiopie, passionné plein de rêves. Vous entendez parler des courses en Europe avec des prix qui vous semblent astronomiques. Plus de 1000 coureurs font le voyage chaque année, attirés par ces promesses, Mhm. mais la réalité est bien différente. Les gains varient entre 100 € pour un 10 km et 4000 € pour un marathon régional. Ah. C'est loin d'être des sommes qui changent une vie quand on considère les efforts fournis. Surtout quand on sait que les managers prennent 10% de commission et que les coureurs doivent souvent payer eux-mêmes leur voyage et leur hébergement. Oui. Pas étonnant que 70% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté locale, obligés de faire des petits boulots en plus de leur entraînement intensif. L'article prend l'exemple de Zenaj Gezmu, une marathonienne éthiopienne qui cumulait son entraînement avec un travail de femme de chambre pour joindre les deux bouts. Imaginez le niveau de fatigue et de pression. Et malheureusement, son histoire a connu une fin tragique. Elle a été assassinée en 2017 par quelqu'un qui se faisait passer pour un agent. Ah. C'est un rappel glaçant des dangers auxquels ces coureurs sont confrontés. Son histoire est terriblement représentative de la vulnérabilité de ces athlètes. On les admire pour leur force et leur endurance sur les pistes, mais en dehors, ils sont souvent livrés à eux-mêmes, Ouais. face à un système qui cherche avant tout à profiter d'eux. Et l'un des aspects les plus choquants de ce système, ce sont ces fermes d'athlètes dont parle l'article. On parle de groupes de 10 à 15 coureurs qui vivent ensemble dans des conditions très rudimentaires, complètement sous la coupe de leur manager. Leur vie est entièrement contrôlée. Un agent français cité dans l'article résume assez crûment la situation. Faire venir un Kenyan me coûte 2000 €. Je dois rentrer dans mes frais. Waouh. On est vraiment dans une logique de marchandisation de l'être humain. C'est terriblement cynique. On voit bien que le bien-être de l'athlète passe au second plan. Oui. Et le plus fou, c'est que 90% des coureurs africains arrivent en Europe légalement. Oui, le problème n'est pas forcément l'illégalité, mais le système lui-même. D'accord. Des visas de courte durée des logements collectifs, le manager qui gère les inscriptions aux courses et confisque les passeports. C'est un véritable piège. Ils se retrouvent coincés, totalement dépendants de leur manager. L'article cite Jonathan Gane, un coureur kenyan, qui explique « Sans manager, on ne connaît ni les lieux ni la langue. C'est lui qui décide de tout. C'est effrayant de se dire qu'ils n'ont aucune liberté. Absolument. Imaginez débarquer dans un pays étranger sans repère, sans maîtriser la langue et devoir tout gérer par vous-même. Ouais. C'est mission impossible. Et cette exploitation est exacerbée par la recherche constante de la performance. Hmm. On recherche des coureurs avec des physiques très précis, considérés comme idéaux. L'article mentionne 52 kg pour 1,67 m chez les hommes et 38 kg pour 1,50 m chez les femmes. On parle de prédation simulée sur certains morphotypes, Ouais. sans se soucier des conséquences pour la santé des athlètes. C'est assez terrifiant quand on y pense. Et les recruteurs ciblent des régions comme la vallée du Rift au Kenya, où les enfants développent naturellement d'excellentes capacités cardiovasculaires, parce qu'ils marchent des kilomètres chaque jour pour aller à l'école. C'est incroyablement cynique. On exploite des enfants qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a des initiatives qui, en voulant dénoncer l'exploitation, finissent par marginaliser encore plus ces athlètes. L'article mentionne le semi-marathon de Trieste en Italie qui a interdit la participation des coureurs africains en 2019. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. C'était censé être une forme de protestation contre leur exploitation. Exactement. Mais cette décision a été très controversée et qualifiée d'épuration sportive par certains. Est-ce qu'on ne finit pas par punir les victimes avec ce genre d'initiative ? C'est vrai que ça soulève des questions. On veut les protéger, mais en les excluant, est-ce qu'on ne les prive pas aussi d'opportunités? C'est tout le problème. Et puis, il y a cette pratique des transferts de nationalité qui est un autre symptôme de ce système dysfonctionnel. Des pays en quête de médailles achètent des talents en naturalisant des athlètes africains. On a vu ça avec le Bahreïn notamment, qui aurait naturalisé plus de 150 athlètes entre 2008 et 2018. C'est un business très lucratif. L'article cite l'exemple de Ruud Jebet, champion olympique du 3000 mètres steeple en 2016 sous les couleurs du Bahreïn, qui a ensuite été disqualifié pour dopage. Ça en dit long sur les dérives de ce système. On se sert de ces athlètes comme des pions sans se soucier de leur avenir ni de leur santé. Mais qui a le pouvoir de changer les choses.
Quel est le rôle des fédérations nationales, par exemple? C'est là que ça devient ambigu. La fédération kenyane dénonce publiquement l'exploitation des athlètes, mais elle perçoit 15% de leurs revenus publicitaires via des contrats d'exclusivité. Difficile de ne pas y voir un certain cynisme. C'est vrai. Ils dénoncent un système dont ils profitent eux-mêmes. Heureusement, il existe des exemples plus positifs, comme Patrick Sang, l'entraîneur de Faith Kipyegon, double championne olympique. Oui, Patrick Sang a mis en place un modèle qui prend en compte l'éducation financière et la reconversion professionnelle de ses athlètes. Il prépare l'après-carrière, ce qui est essentiel. C'est une approche beaucoup plus humaine et responsable. L'article évoque aussi le modèle britannique mis en place après les Jeux Olympiques de 1996. Absolument. Le Royaume-Uni a pris des mesures concrètes pour protéger les athlètes. Ils ont créé un fonds de garantie pour les primes limitées et les commissions des agents à 5% et mis en place des programmes de bilinguisme pour aider les athlètes à être plus autonomes. C'est intéressant. Il y a donc des solutions qui existent. L'article mentionne que 42% des coureurs africains en Europe sont endettés auprès de leur manager. C'est un chiffre effrayant. On ne peut pas rester les bras croisés face à cette situation. Tout à fait. Il faut agir et vite. L'article propose plusieurs pistes, la création d'un visa sportif solidaire qui permettrait aux athlètes de travailler légalement. La mise en place de centres d'accueil indépendants gérés par des fédérations pour offrir un soutien aux athlètes qui arrivent en Europe. Et un pourcentage obligatoire des droits TV reversés au pays d'origine des athlètes pour contribuer au développement de l'athlétisme local. Ce sont des propositions ambitieuses, mais nécessaires si on veut vraiment changer les choses. On ne peut pas se contenter de s'extasier devant les performances sportives sans se soucier du sort de ses athlètes. Exactement. Le cas de Zénach Gezmu nous rappelle brutalement que le sport de haut niveau peut avoir un coût humain terrible. Sa mort est un symbole tragique de la vulnérabilité de ses athlètes. Il faut que son histoire serve de leçon et nous pousse à agir pour un sport plus juste et plus humain. Alors que Los Angeles se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2028, la question de l'éthique dans le recrutement des athlètes africains s'impose plus que jamais. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ces pratiques. C'est un enjeu majeur de justice sportive à l'échelle mondiale. On parle de vie humaine, de rêves brisés, de drames, parfois. Il faut que les choses changent. Mais comment peut-on, en tant que spectateur, contribuer à un changement positif? Est-ce qu'on a vraiment un pouvoir d'action? Absolument. Déjà en s'informant, lire des articles comme celui d'Athlé, expliquer, c'est un premier pas essentiel. Soutenir les organisations qui luttent contre l'exploitation des athlètes, c'est important aussi. Et puis, on peut faire des choix éthiques en tant que consommateur. Privilégier les marques qui s'engagent pour un traitement juste des athlètes, par exemple. Exactement. On peut aussi interpeller les instances sportives, les fédérations, les organisateurs de courses, pour les encourager à mettre en place des mesures de protection plus efficaces. Ce deep dive nous a vraiment ouvert les yeux sur une réalité qu'on préfère souvent ignorer. Derrière les performances exceptionnelles de ces athlètes, il y a un système complexe qui les broie souvent. C'est une histoire qui mêle talent, ambition, mais aussi exploitation et désillusion. On ne peut plus se contenter de célébrer les exploits sportifs sans s'interroger sur la manière dont ils sont obtenus. Alors si on devait résumer les points clés à retenir de tout ça. D'abord, ne jamais oublier que derrière chaque performance sportive, il y a un être humain avec ses forces, ses faiblesses, ses rêves, ses difficultés. Et que la course à la performance aux médailles ne doit jamais occulter le respect de la personne. Ensuite, prendre conscience que les mécanismes d'exploitation existent, et pas seulement dans l'athlétisme. Le cas des coureurs et d'Africains est emblématique, mais c'est un problème qui touche de nombreux sports. Enfin, se rappeler qu'on a tous un rôle à jouer, même à notre petite échelle, pour que le sport soit un vecteur d'émancipation et non d'exploitation. S'informer et consommer de manière responsable, interpeller les instances sportives. Chaque geste compte. Le sport a le pouvoir d'inspirer, de rassembler, de faire rêver. Ne laissons pas ce rêve se transformer en cauchemar. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive. On espère que cette exploration vous aura permis de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière les exploits des coureurs africains. N'oubliez pas, le changement commence par la prise de conscience. À nous de faire en sorte que le sport reste une source d'espoir et de dépassement de soi dans le respect de tous. À bientôt pour un nouveau deep dive.